Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur la macroéconomie. Nous allons commencer l'introduction à la macroéconomie. Je vais faire donc des vidéos successives sur différents points qui composent un cours introductif à la macroéconomie. Et ça va rester un cours introductif pour l'instant. J'espère plus tard mettre des vidéos un peu plus précises, aller un peu plus dans le détail. Mais déjà, il va falloir étudier les fondamentaux de la macroéconomie. Pour étudier les fondamentaux de la macroéconomie, on va faire comme dans beaucoup de manuels, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce graphique. Le but des vidéos va être de comprendre comment se construit ce graphique-là et comment on arrive à créer cette courbe-là, de quoi elle dépend, comment on arrive à créer cette courbe-là, et ici, en fait, comment on pourra caractériser l'équilibre. Ici, j'ai mis un petit E qui, évidemment, vous avez l'habitude maintenant, si vous avez suivi les autres vidéos, est caractérisé par P étoile, Y étoile. Alors, évidemment, vous seriez tenté, si vous avez vu les autres vidéos sur l'équilibre de marché, le producteur et le consommateur, donc les vidéos sur la microéconomie, vous seriez tenté de dire, bon, bah ça, c'est fastoche. Je connais par cœur, je l'ai fait, ça c'est la courbe d'offre des entreprises sur un marché, ça c'est la courbe de demande des consommateurs sur un marché, les deux se rencontrent, un prix d'équilibre est fixé et un certain nombre de quantités échangées sont données. Sauf que ici, on n'est plus en microéconomie, on est en macroéconomie. Et parce qu'on est en macroéconomie, il y a un certain nombre de changements, il y a un certain nombre de différences dans la compréhension de ces courbes, dans l'utilisation de ces courbes, dans ce qu'elles veulent dire, dans ce qu'elles représentent, qu'il faut mettre en avant maintenant, et que AS et AD ne sont pas des courbes d'offres et de demandes microéconomiques, mais bel et bien des offres et des demandes macroéconomiques. Donc ce graphique-là s'appelle le modèle, AS AD. Et certaines vidéos qui veulent être cool, ici mettent un petit éclair, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé parce que ça reste de l'économie, c'est pas très rock'n'roll comme discipline. Alors, ASAD, ça veut dire quoi? Tout simplement, AS, c'est les initiales de Aggregate Supply, c'est-à-dire l'offre agrégée, supply c'est l'offre agrégée, et AD, Aggregate Demand. Voilà, donc offre agrégée, demande agrégée. Dans certains manuels en français, on trouverait le modèle qu'on appellerait OG-DG, offre globale, demande globale, ou offre agrégée, demande agrégée. Voilà, il y a plein de manières d'appeler ce modèle, ce graphique, mais essentiellement, c'est en fait, dans la terminologie internationale, ce qu'on appelle le modèle ASAD. Alors, quelles sont les différences entre finalement ce graphique qui ressemble tellement à un graphique de microéconomie d'un marché et en fait ce que c'est vraiment, c'est-à-dire une représentation macroéconomique. D'abord, on va s'intéresser aux grandes variables qui sont représentées ici. Ici, on a Y. Alors, en microéconomie, Y, c'était effectivement les quantités offertes et les quantités demandées par un certain nombre d'entreprises et de consommateurs sur un marché. Ici, en macroéconomie, on ne s'intéresse plus à l'étude d'un marché particulier, c'est-à-dire on ne s'intéresse plus à l'étude du marché des voitures ou à l'étude du marché de l'informatique ou du marché du travail. On s'intéresse à l'économie d'une nation entière. Donc c'est un point de vue qui est beaucoup plus général que le point de vue microéconomique. C'est pour ça qu'il y a ici la macroéconomie, non pas la micro. Et ici, ça représente les quantités produites sur le territoire national, donc sur le territoire national. Et les quantités produites par un pays, la production d'un pays, la production nationale, elle est mesurée généralement par le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Ça mesure la quantité qui a été produite dans un pays au cours d'une année donnée. Donc vous voyez qu'ici on n'est plus du tout sur le nombre de voitures échangées sur un marché ou le nombre de micro-ordinateurs sur un marché, on est sur la quantité globale, la valeur de la production globale d'un pays lors d'une année donnée. Donc en France, le PIB au cours d'une année, il est aux alentours de, me semble-t-il, 1800 milliards d'euros par an, peut-être un peu plus, ça fait un moment que j'ai pas regardé les chiffres, mais c'est cet ordre de grandeur là. Si c'est pas 1800 milliards, c'est 2000 milliards, si c'est pas 2000 milliards, c'est 1700 milliards, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur là. Donc ici, on a le PIB.
Alors, je tiens à dire tout de suite que je ne vais pas faire la différence entre produit intérieur brut et produit national brut. C'est pas très intéressant pour ce qui nous concerne. La différence n'est pas flagrante non plus. Donc, on laissera ça à d'autres vidéos plus détaillées ou à des documents plus détaillés. Pour l'instant, on va considérer que ça, c'est le PIB. C'est donc l'ensemble de la production nationale, ou en tout cas de la production qui est produite sur un territoire donné. Et ça correspond également à la richesse d'un pays. On va voir pourquoi plus tard. Ici, P. Alors, si on était dans un marché, sur le marché des voitures, ici ce serait le prix moyen des voitures, 22 000 euros paraît-il pour une voiture en moyenne. Mais là, on s'intéresse à la macroéconomie. Et donc évidemment, on ne va pas s'intéresser au prix d'un type de bien particulier, au prix qui est décidé sur un marché en particulier. On s'intéresse à ce qu'on appelle le niveau général des prix. Alors, comment on mesure le niveau général des prix? Eh bien, on fait une moyenne pondérée de tous les prix qui existent, ou en tout cas de tous les biens, ou en tout cas d'un panier de biens représentatifs. On prend un panier de biens représentatifs qui correspondrait à une sorte de représentation de tous les biens qui existent en France et qui sont produits sur le territoire français. On regarde quel est le prix de chacun des biens qui composent ce panier de biens. Et on fait une moyenne pondérée, parce qu'on va considérer que certains biens ont peut-être plus de poids que d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, mais parce que là encore, ça fera appel peut-être à une vidéo ou à des documents autres, mais le niveau général des prix, il est mesuré par ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Donc, le niveau des prix est mesuré par l'indice des prix à la consommation, c'est une moyenne pondérée. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur internet les détails de la construction de cet indice. Comme on va faire de la théorie, évidemment, on ne va pas passer forcément beaucoup de temps à décrire vraiment le détail de la construction du PIB, de l'indice général des prix. On va simplement considérer que voilà, ça représente le PIB, ça représente le niveau général des prix. Et effectivement, si à un moment donné, on a une autre position d'équilibre par ici, qui correspondrait à un autre PIB et à un autre niveau des prix, eh bien, ce qui va être intéressant, parce que c'est ça le but de notre analyse, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir dire, voilà, en période 2, l'année d'après, le PIB a augmenté et le niveau des prix a augmenté. Par exemple, parce que la demande globale AD s'est déplacée. Alors, si vous avez vu les vidéos sur l'équipe de marché, c'est la même mécanique graphique. C'est-à-dire, effectivement, si cette courbe-là, AD, la demande globale, augmente, on arrive à un nouveau point de croisement avec l'offre globale pour un prix supérieur, un niveau général des prix dans un pays supérieur, et un niveau général du PIB, la production du pays, supérieur. Donc la mécanique, si vous voulez, du déplacement des courbes et des nouveaux points d'équilibre, ça va être quand même assez similaire. Et cela dit, l'interprétation est différente. Et l'intérêt, évidemment, de ce modèle AS-AD, c'est de pouvoir dire, si on passe de E à F, le point E ici au point F ici, eh bien on constate quoi? On constate que le PIB a augmenté, et ça s'appelle en fait la croissance économique. Donc là, il y a eu croissance économique. Et ici, attendez, ici j'ai écrit 2 fois P étoile, ça va pas, c'est une flèche. Je voulais dire que P étoile a monté vers P étoile étoile. Donc ici, on a croissance économique. Et là, on observerait quoi dans cette situation hypothétique? On observerait une augmentation du niveau général des prix, mesuré par l'indice des prix à la consommation. Ça s'appelle l'inflation, puisque c'est la croissance du niveau, l'augmentation du niveau général des prix. Donc vous voyez que le type de problème qu'on va analyser en macroéconomie, il est très différent du type de problème qu'on analyse en microéconomie. Ici, on étudie la croissance économique et on étudie l'inflation. On étudie des grandes valeurs, des grandes variables économiques, des grandes fonctions économiques. La demande ici globale, elle est composée de la demande de certains types d'agents macroéconomiques et en particulier l'étude de la demande globale va nous amener à étudier la consommation, va nous amener à étudier l'investissement des entreprises, de toutes les entreprises, la consommation de tous les ménages, les dépenses publiques de l'État dans la nation, dans une nation donnée, les exportations de toute l'économie d'un pays et les importations suscitées par l'économie d'un pays. Donc là, on a ce qu'on appelle les grandes fonctions macroéconomiques. Et effectivement, vous voyez que
le cadre d'analyse est bien plus large que la microéconomie puisqu'on s'intéresse à une nation. On parle du PIB, on va parler de la croissance économique, on va parler de l'augmentation de l'inflation, c'est-à-dire de la montée générale de tous les prix. Implicitement, on va aussi parler de monnaie, parce que pour consommer, il faut qu'il y ait de la monnaie. Et vous savez que la politique monétaire, c'est un élément important de la politique macroéconomique. Alors, de manière, incidente, on va parler effectivement de monnaie, et donc on va parler de politique monétaire, et on va parler, ici on a les dépenses de l'État, on va parler de politique budgétaire, c'est-à-dire comment on joue avec le budget de l'État, politique budgétaire, comment on joue avec le budget de l'État. Le budget, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux impôts et ça fait référence aux dépenses de l'État. Alors là, je commence à vous mettre les sigles qu'on va utiliser tout le temps. Donc autant les apprendre maintenant. Quand on va faire le circuit économique, on réutilisera ces sigles, mais vous pouvez déjà commencer à vous familiariser avec. Donc on va parler de politique budgétaire, on va parler de monnaie, de politique monétaire. On va parler des grandes fonctions macroéconomiques. On va parler de la croissance économique, de l'inflation. Et évidemment, derrière ce graphique, ASAD, il y a aussi l'idée que, je vais effacer la situation hypothétique où il y avait une croissance de la demande globale, j'efface. L'intérêt d'étudier ASAD, c'est que l'équilibre qui va se fixer ici au point E, c'est-à-dire pour un certain PIB et un certain niveau des prix, eh bien évidemment, si cette représentation cherche à décrire la réalité, on sait bien, on se doute bien, malheureusement d'ailleurs, que ce point E n'est pas le point qui permet le plein emploi. Le point qui permet le plein emploi, il est atteint pour un PIB plus élevé, qu'on va appeler Y de plein emploi, revenu de plein emploi ou production de plein emploi, le PIB qui mène au plein emploi, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il existe un revenu ou un niveau de produit intérieur brut, un certain niveau de production des entreprises qui mènerait au plein emploi. Et évidemment, si vous êtes au plein emploi, ça veut dire que vous utilisez toutes les capacités productives d'un pays. C'est-à-dire que personne n'est au chômage. Tous les individus qui veulent travailler travaillent. Toutes les ressources, le capital, etc. Est utilisé. Et donc, comme tout est utilisé dans les forces productives de la nation, eh bien, forcément, vous ne pouvez pas aller au-delà, on ne peut pas produire plus, puisqu'on a utilisé tout. Et il n'y a pas de chômage dans cette situation-là. Et là, on serait donc au revenu de plein emploi. C'est pour ça que je fais une ligne verticale, parce que au revenu de plein emploi, on est au maximum de la production, c'est une frontière, on ne peut pas, ça au-delà, vous voyez, par là, ça n'existe pas. Quand je mets le signe, ça n'existe pas. Ce signe mathématique il n'existe pas. Vous voyez, au-delà, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ici, ça va être la barrière. Et donc, l'idée de ASAD, c'est de dire, voilà, on a une demande globale et une offre globale. Les deux vont se rencontrer, vont fixer un niveau général des prix, vont fixer un produit, un PIB d'équilibre. Et évidemment, ce PIB d'équilibre, il a toutes les chances de ne pas être le PIB de plein emploi. Ce qui veut dire qu'il y a forcément du chômage. Si, ici, on a un écart entre le plein emploi et le PIB tel qu'il est en une année donnée, ici on va avoir du chômage. Chômage, en général, le sigle c'est U. Et donc forcément, on va analyser non seulement la croissance économique, mais aussi l'inflation, les grandes fonctions macroéconomiques que j'ai montrées ici, mais on va aussi évidemment, parce que c'est quand même le cœur, un des cœurs du sujet, un des sujets les plus importants, on va étudier la notion de chômage et quel est le lien entre justement cette notion de chômage et le revenu.